Commencer. Si tout le- Voilà, Super. Donc, je commence alors. d'accord. Tu n'es pas encore en plein écran. Ah, j'ai oublié. Ok, super. Donc, on va parler de transport optimal et symétrique, c'est-à-dire qu'on va commencer d'un point de vue géométrique et on va essayer de souligner aussi certaines applications en intelligence artificielle. Je tiens à souligner que le but de ce talk, c'est d'établir comme une sorte de théorie pour compléter les applications qui se font aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas directement un domaine, ce que je fais en fait, c'est pas directement une application telle que, OK, tu vois, et puis tu sais que, OK, ça c'est tel problème exactement, mais ça c'est de base théorique, maintenant pour les experts en machine learning, parce que je suis pas une experte, donc je peux pas prendre le titre. Donc, qu'est-ce que le transport optimal? Commençons d'abord avec l'idée initiale. Ça commence avec Gaspard Monge dans son travail sur la théorie des déblais et des remblais. C'est qu'il s'intéresse en fait à un bloc de sable. Suppose que tu as un bloc de sable, c'est-à-dire que je peux représenter sa distribution ou bien comment est-ce que c'est formé par une distribution U0, qui est une distribution de probabilité. Et j'ai une autre qui est U1. Il veut voir comment est-ce que tu peux combler le trou en utilisant la distribution que tu avais initialement, en minimisant le plus que possible le coût. Initialement formé, c'est en dimension 1, où le coût principalement de déplacement d'un point à un autre, c'est juste la distance, valeur absolue de la différence. Mais maintenant, ce que lui il fait, c'est que, OK, on va regarder toutes les fonctions qui te permettent de quitter de U0 à U1, en tenant compte que tu vas minimiser cette fonction de coût-ci là. Donc, on peut prendre par exemple ici là, le coût comme étant la valeur absolue ou bien la distance euclidienne. Mais il y a un problème en fait. Le problème qui se pose avec cette formulation est que puisque ta fonction t est telle que ça prend un élément, une particule, un point x représenté à U0, et allo à un point y représenté à U1, et que ta fonction t est censée être continue, il est possible que pour deux given distributions données en fait, que cette fonction-là n'existe pas. On voit ça par exemple avec le cas où ma distribution initiale, c'est juste une mesure de Dirac représentée en un seul point, et ma distribution finale, c'est une somme de mesures de Dirac. Dans ce cas, je ne peux pas trouver une fonction continue qui me permet de diviser la masse qui est initialement située en un point x pour la mettre à un point y1 et à un point y2, sachant que y1 et y2 sont différents. Je peux avoir une fonction continue qui me permet de faire ce déplacement-là. Ce qui souligne un vrai problème, en fait. Un problème parce que la théorie développée par Monge, en fait, a servi pendant la Deuxième Guerre pour aider les gens avec les travaux de construction, c'est-à-dire déplacer de manière efficiente les blocs de gravier et autres pour la construction des matériaux bruts pendant la guerre. C'est la raison pour laquelle il y a une vague étude dessus. Et celle qui nous donne une sorte de relaxation de la formulation de Monge, en fait, c'est ce qu'on appelle la formulation de Kantorovich. Ou Kantorovich dit qu'OK, au lieu de regarder les fonctions qui te permettent de quitter d'un point X à un point Y, et si je décide tout simplement de regarder une sorte de transport plan? Transport plan pour dire qu'OK, je regarde comment est-ce que je peux déplacer chaque particule de sorte à ce que je me donne la possibilité de pouvoir diviser et minimiser aussi cette même fonction coût. Mais dans ce cas, si le coût est représenté sur l'ensemble des transports plans, le transport plan ici là est juste donné pour une loi de distribution jointe entre ma première U0 et la deuxième U1. En fait, qui simplifie que les marginales, en fait, par rapport aux première et aux deuxième variables, sont mes distributions initiales et finales. Avec cette formulation de Monge, en fait, les applications ont découlé, que ce soit sur le point économique, c'est qu'il a valu en fait le prix Nobel, et aussi certaines connexions avec d'autres domaines d'analyse et autres. Maintenant, regardons l'approche de Kantorovich et prenons le cas particulier où C est donné par la distance euclidienne. C'est-à-dire que j'ai la norme euclidienne entre X et Y. Maintenant, cette distance-ci est ce qu'on appelle la distance Wasserstein. Et je vais directement m'intéresser au cas de la distance euclidienne avec la puissance égale à 2. Parce que là, ce n'est pas une théorie générale. Pardon, Kevin, un participant précise qu'il ne voit pas bien ton écran. Donc, Mhm. euh, est-ce que tu peux peut-être arrêter le partage et le faire de nouveau, OK. s'il te plaît? Là, OK. OK, ça va? Là, c'est bon, on voit ton visage, c'est bon. Maintenant, tu partages de nouveau.
Bon, je choisis le partage avec l'image à côté parce que très souvent, je ressens le besoin d'exhiber certaines images avec mes doigts pour attirer votre attention, pour être sûr que je ne paye pas l'audience. Ah, bon, peut-être c'est ça en fait que le participant doutait. Donc, parce que lorsque tu le fais ainsi, l'écran est miniaturisé. Donc, l'écran de la projection Ok. voilà, est de... Bon, dans ce cas, je vais alors stopper ce partage-ci, mais soyez prêts à imaginer beaucoup. Parce que je suis en train de parler. Là, tu pourras jouer avec le curseur. Oui, on peut Ok, commencer là, le curseur. donc, je pense qu'on va faire ça. Donc, tu peux mettre le Mhm. plein écran. Ok, donc du coup, vous voulez que je fasse comment? Je continue ou bien? Oui, donc tu mets juste le plein écran et tu peux continuer. Ok, super. Donc, tous les outils Oui. ou contrôle L, je sais pas, c'était contrôle Oui. L. Oui, c'est Là, ça ça. va? Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merci. Ok. Donc, je disais que pour le cas de... En fait, le cas où le coût de transfert est donné par la distance euclidienne, on appelle ça la distance de Wasserstein et je prends en particulier le cas où la puissance est égale à 2. Parce que là, c'est plus facile à manipuler et en fait, on a besoin d'un cas explicite ici. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en train de faire un truc lié au machine learning. Donc, et maintenant, une question naïve qui peut venir maintenant pour quelqu'un qui dit, OK, tout ça c'est théorique, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un cas précis où je peux avoir une forme close, où je n'ai pas à avoir à dealer avec une sorte d'infimulation et autres? Prenons le cas, par exemple, où tes distributions sont gaussiennes. Dans le cas où elles sont gaussiennes, il y a une formulation explicite qui existe déjà, qui est donnée. Ceci, c'est la distance de Wasserstein entre deux mesures gaussiennes, et c'est juste défini de cette manière-ci. Où ceci représente la distance euclidienne entre les vecteurs de mean, donc les espérances, et sigma 0 et sigma 1 représentent les matrices de covariance. Parce que principalement, pour identifier une distribution gaussienne, j'ai juste besoin de son exploitation de sa matrice de covariance. Et je précise ici là que la racine carrée ici, c'est pour la racine carrée positive, c'est-à-dire celle avec les valeurs propres qui sont positives. Parce que bon, il existe plusieurs types. OK. Maintenant, le premier point qui vient, c'est qu'il y a eu un travail qui a un peu révolutionné le domaine du transfert optimal. C'est ce qu'on appelle la formulation dynamique donnée Benamou et Brégnier, où en fait, ils donnent une approche fluide dynamique à ce qui existait déjà dans le cas classique. C'est important parce que tu te poses la question, OK, je vais regarder juste comment est-ce que je vais me déplacer d'une distribution initiale à une distribution autre. Mais tu ne vois pas en fait ce qui peut se passer à chaque instant. Parce que par exemple, dans le domaine, je prends un exemple, je vais revenir sur ça. Dans le domaine du medical imaging, en fait, imagerie médicale, il est important de pouvoir traquer ce déplacement-là sur le temps. De pouvoir te dire, OK, si je suppose que j'ai un temps zéro et un temps un, qu'est-ce qui se passe au temps un? Comment est-ce que je sais que ma distribution est à ce moment-là, en fait? Dans ce cas, quelle est la fonction de coût que je cherche à minimiser? Of course, dans ce cas, c'est l'énergie kinétique qui est définie de cette manière-ci, et on a cette contrainte-là, ce qui est appelé la formulation de Benamo et Brégnier. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est que il y a un problème. Avant que je n'aille d'abord sur le problème, excusez-moi, il faut que je donne d'abord les applications de transport optimal en apprentissage automatique pour ne pas qu'on s'éloigne du vif du sujet. Donc, comme je parlais d'abord, la première application la plus claire qui puisse exister, c'est celle qui se découle directement de la formulation dynamique, qui est le morphing ou encore traquer en fait la transformation d'un objet à un autre. Ceci découle directement de l'interpolation fluide dynamique qui a été formée par Benamou et Brégnier. On peut voir par là la déformation d'image sur le temps et autres. Maintenant, on voit aussi cette application-là en apprentissage non apparié. Ceci fait partie en fait d'un des premiers papiers de machine learning qui introduit le transfert optimal. Ici, là, on voit ce qui est, on utilise la fonction de transport optimal comme étant le déplacement optimal pour dire que, OK, tu veux caractériser ta base de données. Je sais que très souvent, pour les gens de machine learning, lorsqu'ils ont une grosse base de données qui veulent faire la classification, on ne part pas directement sur la grosse base de données là. Il faut bien d'abord qu'on scinde de notre base de données avant de pouvoir appliquer nos outils qui existent déjà de classification. Mais maintenant, comment est-ce que cela se fait? Si tu essaies de faire ce scindement-là de manière aléatoire, c'est-à-dire que tu regardes seulement l'élément le plus proche de toi, sans tenir compte des structures géométriques de ceux qui sont dans ta base de données, c'est un problème en fait. Tu peux facilement te retrouver avec ce cas-ci. Par contre, si tu prends en compte l'approche transoptimale,
qui est déjà une approche qui est théoriquement très bien étudiée, c'est-à-dire tu connais qu'il y a une sorte de structure géométrique qui est prise en compte. Tu te retrouves avec ce cas de figure, en fait. Ça, c'est juste une première application. La deuxième, maintenant, je parle un peu de loss function et de modèle génératif ici. C'est quoi? Le transfert optimal utilisé comme la fonction de coût. D'après ce que j'ai pu suivre de ceux qui ont fait les cours jusqu'ici, le machine learning, c'est que tu as tes données, en fait. Tu essaies d'entraîner ton modèle pour essayer de voir ton output qui représente, en fait, comme une sorte de prédiction à partir de ce que tu avais. Maintenant, ta prédiction que tu peux avoir là, comment est-ce que tu regardes, en fait, si elle est bonne ou pas? En général, on utilise quoi? Le mean square ou autre. Ça veut dire que tu considères ta base de données comme étant une série de matrices avec juste des points et tu essaies de minimiser l'expectation entre ça et ce que tu vas avoir, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure géométrique qui est prise en compte et c'est un peu comme une approche, OK, algèbre linéaire, OK, j'ai ma matrice, j'essaie de minimiser l'expectation entre les deux. Pas pour dire que c'est mauvais, on commence toujours de quelque part. Mais avec l'approche transfert optimale, tu sais que tu préserves comme une sorte de structure dans ce domaine-là, en fait. Donc, la fonction de coût que tu as a plus un sens sur le plan théorique, bien que la théorie ne fasse pas tout. Donc, ça, c'est la deuxième application de transfert optimal à l'apprentissage automatique. Maintenant, il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on utilise la fonction de transfert optimal comme étant, pour minimiser ce coût-là, comme étant la fonction de loss, en fait, de coût, le problème qui se pose, c'est que, OK, imagine que tu as ton téléphone et avec une reconnaissance faciale. Lorsque tu prends et que tu veux faire ta reconnaissance faciale, une fois que tu ôtes ton téléphone, tu ne peux plus faire cette reconnaissance faciale-là. Est-ce que vous vous rendez compte là? Donc, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en fait, c'est toujours ta face. Mais la reconnaissance faciale telle qu'elle est prise utilise une méthode qui ne prend pas en compte les symétries naturelles qui puissent exister. Et par symétrie naturelle, si je regarde juste en dimension, par exemple 2 ou en dimension finie, les symétries naturelles qui existent, c'est le groupe isométrique en fait. Et le groupe isométrique en dimension finie, c'est juste le groupe euclidien qui correspond à l'ensemble des matrices orthogonales, c'est-à-dire rotation, réflexion et les translations. Pour aller maintenant sur ce point-là un peu mathématiquement parlant, suppose que j'ai deux distributions, c'est-à-dire ma première, c'est juste une distribution gaussienne, et la deuxième, c'est une autre distribution gaussienne, c'est-à-dire que j'ai la même matrice de covariance. Et maintenant, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le vecteur de mean. Pour qu'on soit plus clair, en dimension 2, si je veux représenter une matrice, une distribution gaussienne, je n'ai qu'à représenter une ellipse. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux ellipses qui ont été shiftées. Parce que ici, là, le mean différent veut dire que c'est juste une translation, en fait, de l'autre. Vous voyez ce que je suis en train de dire là. Et par contre, là, maintenant, si j'essaie de calculer la distance de Wasserstein entre les deux, j'obtiens 4 fois la dimension. Là, j'ai fait une dimension quelconque finite. Donc, si je prends maintenant ça comme étant une fonction pour mesurer le coût, en fait, dans mon modèle que je suis en train d'essayer d'entraîner, c'est un problème. C'est un problème parce que ceci ne respecte pas les isométries naturelles qui puissent exister. Donc, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est quoi? On essaie de concevoir une approche de transfert optimal qui prend en compte ces isométries naturelles-là, de développer la théorie qui existe derrière, en fait. Donc, pour voir ça, ce que nous, on essaye de faire, c'est de commencer vers une approche fluide dynamique du problème. Une approche fluide dynamique parce que la première application qui est venue en tête, c'était le cas d'imagerie médicale, où en fait, le degré de dangerosité d'une particule, par exemple un cancer qui n'évolue pas en termes de grosseur, mais qui devient dangereux plutôt par sa position géographique. Donc, par exemple, je prends une particule où on sait que lorsqu'elle commence sur ton côté gauche de ta côte, une fois qu'elle atteint peut-être ton côté droit en haut, elle devient fatale. Donc, c'est important pour le médecin de pouvoir traquer en fait des transformations qui s'appliquent à cette particule-là sur le temps. Pour faire ça, en fait, ça veut dire qu'on doit avoir une approche de transfert optimale qui conserve la masse sur le temps, mais qui prend en compte les transformations isométriques. Donc, on commence avec ce qui existait déjà, l'approche de Benhamou et Brégnier. Ils minimisent cette énergie kinétique-là. On sait que les particules sont en train d'évoluer en suivant ce champ de vecteurs qui représente la vitesse. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut regarder qu'est-ce qui se passe si on essaie d'introduire ces isométries-là. Le premier truc d'abord, c'est de définir mathématiquement parlant ce que représentent les isométries, qui sont le groupe euclidien. Et par là, je vois juste ce produit-ci. Prêtez pas attention, ça s'appelle le produit semi-direct. Mais bon, c'est juste pour dire qu'en fait, si je prends un élément X de R et D, ça veut dire que je vais appliquer une rotation, une réflexion, plus un vecteur de translation. C'est comme ça qu'en fait, un élément du groupe euclidien fonctionne sur un vecteur de R et D.
Donc, l'idée maintenant, c'est de rajouter le mouvement isométrique de sorte à ce qu'il n'y ait pas de coût. On voit ici comme une sorte de quotient qu'on est en train de vouloir faire, mais ce quotient, s'il soit respecté, c'est une propriété géométrique en fait. Pour ça, il faut qu'on sache, puisqu'ici, je minimise mon énergie kinétique, qui est quoi? Mon vecteur de vélocité, c'est là, c'est un champ de vecteurs, c'est-à-dire que c'est comme une sorte d'élément avec une structure mathématique d'un élément tangent. Donc, je ne dois pas mélanger les choses, mélanger les patates avec les maniocs, en fait. Il faudrait que je sois avec des éléments qui ont les mêmes sens et les mêmes intérêts mathématiquement parlant. Je dois d'abord être en mesure de pouvoir indexer comment est-ce qu'un élément se comporte sur l'espace tangent de ce groupe. Par ça, je vois juste cette équation d'évolution. Bien évidemment, si quelqu'un veut plus savoir, là, on peut revenir après. Mais bon, comme ce n'est pas le but, je vais juste dire un élément sur l'espace tangent, en fait, se comporte par une évolution de ce genre. Et là, maintenant, puisqu'on a ça, on se permet de définir ce qu'on appelle une formulation modifiée de l'approche dynamique du problème transfert optimal. L'approche ici, là, consiste juste à minimiser cette énergie kinétique en tenant compte du fait qu'on a cet ensemble de contraintes. Le plus important ici, là, c'est de savoir que, OK, est-ce que comme on a cette formulation mathématique qui découle tout naturellement du processus de, OK, minimiser l'énergie kinétique tenant compte des isométries, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à partir de là, je peux avoir une sorte d'analogie avec ce qui existait déjà dans le cas classique, en fait? Et maintenant, pour ce cas-là, on peut se retrouver avec une formulation statique aussi du problème, que j'appelle ici là le problème de Procrust, Wasserstein. Procrust, pour ceux qui ont le background en informatique, c'est le problème d'alignement de base de données. Et je parle de Procrust ici là parce que en fait, je cherche à minimiser les distances de Wasserstein entre ces distributions-ci. Bien évidemment, moi, ce que je mets ça, j'appelle ça le push forward ou encore l'image inverse. C'est juste pour dire qu'en fait, euh, θ push forward de U0, c'est juste U0 de l'inverse de θ appliqué à un ensemble ou un point. Donc, dans ce cas-ci, OK, on sait que la formulation dynamique nous donne ceci là. Maintenant, comment est-ce que je peux maintenant rallier ceci qui existe déjà au cas, euh, au cas d'intérêt exact, en fait, dans le machine learning et autres. Avant de pouvoir continuer, on doit se poser aussi une question les plus directe. Qu'est-ce qui se passe dans le cas gaussien? Est-ce que j'ai aussi une formulation close et autres? Maintenant, pour le cas gaussien, c'est assez direct, en fait. Parce que pour le cas gaussien, ce qui t'intéresse, c'est que si tu as tes deux matrices de covariance avec leur mean, bien évidemment, je peux assumer que je ne prends pas compte du mean ici parce que les barres ici, là, représentent les mesures centrées, c'est-à-dire que j'ai déjà soustrait le mean. Je n'ai juste qu'à calculer la distance entre les vecteurs ordonnés de valeur propre. Et ça me donnera la distance entre les deux qui prend en compte les transformations isométriques. OK. Donc maintenant, si je suppose que j'ai ma base de données qui est un ensemble de valeurs de distribution gaussienne et que j'ai envie de les classifier, je sais que je n'ai qu'à calculer ces distances ici-là. Et peu importe, les symétries naturelles qui existent seront déjà prises en compte. Je sais que là, c'est vraiment bizarre. Et puis, trop de maths, on a besoin d'images, en fait. On a besoin d'illustrer, en fait. Parce que quand on parle de machine learning, on s'attend pas à voir des fonctions ou bien des théorèmes de propositions ou autres. Donc, allons un peu d'un exemple un peu plus précis. Le bon point avec ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, cette formulation statique obtenue, lorsque tu considères tes distributions U0 et U1, qui sont représentées par des mesures empiriques, c'est-à-dire que je prends U0 comme étant une somme de mesures de Dirac représentées au point, par exemple, XI. Donc, j'ai maintenant mes mesures qui sont représentées de manière discrète. Discrète parce qu'en fait, presque tout ce qui est fait dans le machine learning est fait de manière discrète, en fait. Bref, tout ce qui est fait déjà sur l'ordinateur et autres, c'est discret, on ne peut pas implémenter le truc continu. Et maintenant, cette approche-là a été étudiée dans le premier cas, lorsque tu t'intéresses uniquement aux transformations orthogonales par Alvarez et Melli, des gens du MIT, où en fait, ils s'intéressaient aux problèmes de translation, français-anglais, français-chinois. Parce qu'en fait, si tu considères l'alphabet français, l'alphabet chinois, l'alphabet français, l'alphabet anglais, tu ne peux pas utiliser le même outil, un outil qui ne prend pas en compte les similarités qui existent déjà dans l'alphabet, en fait. Autrement dit, tu seras en train de plus dépenser pour rien. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette formulation de transfert optimal qui prend en compte les isométries. Parce que si tu veux te déplacer d'un U0 qui représente par exemple un mot à un U1 qui représente un autre mot, sans tenir compte des transsimilarités qui puissent exister dans l'alphabet entre les deux langues, tu es en train de faire un peu fausse route. Et pour ce cas-là, ils ont juste illustré en prenant cet exemple-ci. Suppose que j'ai mon S représenté de cette manière-ci, donc mon claque-point ou bien un ensemble de points. Et j'ai ma deuxième aussi rotée. C'est juste une rotation en fait. À vue d'œil, il est clair là que c'est rotation.
Et j'essaie d'appliquer la distance classique qui existait pour le transfert optimal entre les deux. La distance classique transfert optimal, je vais juste chercher à minimiser, bouger sans tenir compte de ces géométries-là. Et c'est exactement ce qu'on voit qui se passe là. Par contre, avec cette transformation invariante qu'on a obtenue en haut, qui est statique, on voit bien que le match est parfait en fait. Je n'ai pas alloué n'importe quelle particule à une autre dans le but juste de le minimiser. J'ai fait une allocation qui était consciente en fait, une allocation qui respecte mes structures de mes particules. Donc, avec ceci-là, maintenant, la prochaine question qui vous vient en tête certainement, c'est OK, quel est le but en fait d'avoir cette formulation dynamique? On a la formulation dynamique, après on nous montre une représentation en termes d'image pour la formulation statique. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai envie de voir comment c'est dans le cas dynamique. Et dans le cas dynamique, suppose qu'en fait, au temps 0, j'ai une distribution de cette forme, et au temps 1, j'ai une distribution de cette forme-ci. C'est-à-dire que je veux voir, il est clair là qu'en fait, la distribution temps 1, c'est juste une rotation de l'angle 45 degrés de l'autre. Donc, je veux voir comment est-ce que le processus se fait pour transformer de ceci à ceci. Puisque c'est une rotation directe et que je veux voir cette interpolation sur le temps, je dois être en mesure de visualiser comment, au fur et à mesure que le temps augmente, cette particule est en train de bouger et en train de roter pour arriver au temps 1. Désolé, je n'ai pas mis une image ici dynamique, mais on va regarder juste quelques temps fixes. Bien évidemment, si tu résous ce problème, en fait, je vais pas aller dans les détails pour la résolution ou bien l'implémentation ici parce que c'est un problème qui relève du calcul variationnel et, et avoir à résoudre en fait une série d'équations dérivées partielles. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au temps 0,2, ma particule est divisée en petits mini-grids en fait. Et je vois comment cette transformation est en train d'être appliquée. Autant 0,4, on voit bien comment la transformation, qui est la rotation, est en train de se faire de manière successive pour arriver à ceci au temps 0,7. Je n'ai choisi que les temps intermédiaires parce qu'après, on avait le temps initial et le temps final déjà représenté à côté. Bien évidemment, pour que je puisse conclure, il faut que je donne une sorte de takeaway, que je fasse une connexion avec tous les travaux qui ont quand même déjà été présentés jusqu'ici et d'après ce que j'ai pu voir sur le programme. Donc, je vais donner un exemple d'application. Essayez d'abord de visualiser avec moi. Suppose que, en fait, j'ai 1000 personnes que je prends, mais 1000 personnes que j'ai pris ne se connaissent pas. Mais eux tous, ils sont en train d'essayer d'écrire un chiffre 4. Par exemple, je prends le chiffre 4 juste au hasard, à la main. Ils écrivent peu importe leur position, en fait, euh, géographique, c'est-à-dire leur orientation et autres, ils doivent écrire le même chiffre à la main. Maintenant, moi, je suis data scientist. J'ai cette base de données-là qui représente leur ensemble d'écriture du chiffre 3 ou 4 à la main. Mais je ne connais pas que c'est le chiffre 4 qu'ils ont écrit. J'ai envie de pouvoir recouvrer quel est le chiffre que toutes ces personnes ont pu écrire. Le premier point qu'il y a pour ce modèle d'observation, c'est que le chiffre qu'ils ont écrit, on sait tous que, dépendant de leur orientation, les chiffres sont indépendants puisque les personnes sont indépendantes. Ils sont indépendants, identiquement distribués, mais tous sont définis à partir d'une certaine matrice de rotation que je ne peux pas donner, une matrice de rotation de réflexion que je ne peux pas donner, je ne peux pas la décrire. Et je sais en fait que ma distribution que j'ai, je prends ce cadre gaussien parce qu'on a l'expression explicite en haut et que c'est ça que j'ai envie d'exhiber pour le moment. Je sais qu'à partir de là, je sais qu'en fait, elles sont indépendantes, identiquement distribuées sur une distribution gaussienne avec 0 comme mean et sigma comme matrice de covariance. J'ai envie de pouvoir recouvrir quel est mon chiffre 3 que j'avais, c'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir déterminer ma matrice de covariance. Le premier point qu'il y a, c'est que tu ne peux pas retrouver ça exactement sans ton sigma. Le deuxième point à voir, c'est que en fait, tu es ici dans un espace où tu as des distributions. Tu ne peux pas juste te dire, OK, je vais calculer mon estimateur qui est le meilleur. On sait tous que les estimateurs sont biais. Et après, ça va. Donc, il faut d'abord que tu te fixes des objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'estimer cette classe de covariance matrice. J'ai envie d'estimer la classe de covariance parce que je ne peux pas trouver un θ en fait. On est d'accord. Et maintenant, j'ai quoi? J'ai un problème où je cherche à trouver un θ star qui est optimal, qui minimise la distance de Procrus parce que c'est une distance qui prend en compte les isométries, de sorte à ce que je puisse avoir l'estimateur le plus bien pour retrouver mon chiffre 3 ou 4. Voilà, il faut bien que j'ai d'abord où commencer en fait, que j'ai un premier guess d'estimateur avant qu'au fur et à mesure je cherche à le peaufiner. Le premier guess
qu'on peut prendre, c'est la covariance empirique. Et à partir de là, on se pose la question, est-ce qu'il est le bon ou est-ce qu'il n'est pas le bon? Est-ce qu'on peut l'améliorer et autres. C'est ça qu'on définit d'abord la covariance empirique ici. Et on définit la classe d'estimateurs pour cette covariance-là. Maintenant, la question directe, c'est comment est-ce que je vais retrouver le meilleur estimateur pour ce cas? Le meilleur estimateur qui existe sur le plan statistique, c'est celui qui est sans biais. Et maintenant, lorsque tu n'es plus en train de travailler juste dans l'espace euclidien, tu ne peux plus dire que, OK, l'estimateur sans biais, c'est juste celui qui représente, qui vérifie l'expectation de cet estimateur égal à ton truc que tu veux retrouver initialement. Il faut que tu prennes en compte le fait que tu es dans un espace métrique. Et la définition d'estimateur sans biais ici, c'est maintenant au sens de Fréchet. Et on obtient cette proposition, ce qui dit en fait que pour ce cas de modèle d'observation, le meilleur estimateur qui puisse exister en fait, c'est est donné par une distribution normale avec zéro commune. Et comme covariance matrice de covariance, en fait, l'ex, euh, ok, l'espérance en fait de la racine carrée de la matrice diagonale avec sigma si. Sigma si la représente en fait le vecteur de valeur propre de la covariance empirique. Le premier point que quelqu'un va venir en tête, c'est OK, pourquoi je ne peux pas juste passer l'espérance dehors et autres? C'est impossible en fait, parce que ça, c'est une valeur aléatoire. Puisque n n'est pas donnée en fait. C'est une valeur aléatoire. Mais le deuxième point qui est assez facile, c'est que cet estimateur-ci peut être calculé de manière explicite, soit en utilisant une étude sur les matrices aléatoires, parce qu'en fait, des matrices de covariance définissent la date. Comme ça, sont en fait appelées les matrices de Wishart. Donc, on connaît leur distribution, on peut calculer l'espérance, ou encore utiliser les méthodes de Monte-Carlo pour approximer directement ces quantités-ci. Donc, je suis en mesure de dire quel est mon estimateur ou bien quel était mon chiffre que toutes ces personnes essayaient d'écrire, en fait. Donc, et en plus, cet estimateur est asymptotiquement non biaisé. Donc, je suis sûre qu'en fait, si j'ai mon ensemble de données qui augmente relativement, je retrouve exactement ma distribution que je voulais avoir. Donc, je pense que c'est presque tout ce que j'ai voulu dire. Ce qu'on peut retenir, c'est que, en fait, on a construit une sorte de distance sur le plan de transfert optimal qui est consciente, qui respecte les isométries naturelles qui puissent exister. Ceci, c'est de base pour la théorie, dans le sens de classification sur le plan machine learning, en tenant compte de transformations isométriques qui puissent exister. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je Waouh. suis trop débordée. Merci beaucoup, Kevin. Alors, faut qu'on rappelle évidemment que Kevin, elle est chercheuse au Max Planck Institute for Mathematics and Science et aussi affiliée à l'université de Leipzig. Et évidemment, elle est ici en Allemagne. Et justement, elle a porté justement son travail sur le transport optimal. Une très bonne présentation. Vraiment, nous te remercions, Kevin. Alors, on va passer à la séance des questions. Déjà, je vois une question de la part de Abdou. Voilà, Abdou, il demande comment vous avez défini gamma de mu et à mu 1. Voilà. Donc, je pense que c'était euh, au slide du début où tu as parlé de gamma de mu et de mu 1. Ok. Je suppose que tu parles ici. Ça, en fait, c'est un ensemble de probabilités jointes. C'est un ensemble de probabilités jointes entre U0 et U1. Bien évidemment, je pense que là, vraiment, le pi 0, c'est pour dire que si je calcule la première marginale par rapport à gamma, c'est-à-dire que je calcule l'intégrale avec deuxième variable, première variable qui est fixée, j'obtiens la distribution U0. Mhm. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair pour la personne? Donc, Abdou va confirmer si c'est clair pour lui. Ah oui, Patrick également, il a ajouté une précision. Enfin, il a dit, il pose cette question. J'ai la même question que Abdou. De plus, en ce qui concerne la distance de Wasserstein, d'ordre 2, le if que nous considérons devant garantit-il toujours les propriétés d'une distance, à savoir la propriété de non-dégénérance? Oui, exactement en fait. Parce que l'ensemble des probabilités jointes entre U0 et U1, c'est un ensemble qui est comment? Qui est linéaire et convexe. C'est-à-dire que je n'ai qu'à m'intéresser à ceci-là.
pour vérifier. Et en fait, ça vérifie. Effectivement, Ouais. c'est oui. Et Taber a également justement ajouté à cette réponse que tu as brillamment répondu en disant ceci, gamma de mu0, mu1, c'est l'ensemble de tous les plans de transport, donc possible reliant mu0 à mu1. Et le if dans la définition du Wasserstein, c'est cherche le coût minimal parmi ces plans. Évidemment, ce choix garantit que le W2 est bien une vraie distance toujours positive, évidemment symétrique, vérifier inégalité triangulaire et nulle uniquement si les deux mesures sont identiques. Et donc, c'est dans ce même ordre d'idée, je pense que tu as répondu. Et Taber a également envoyé dans le chat une illustration et je pense que euh, Patrick, D'ailleurs, les illustrations de ta belle sont très bonnes. Donc, ceux qui n'ont pas pu comprendre, c'est un point. Je pense qu'il a donné assez de détails là-bas. Bien voilà. évidemment, je suis ravie de répondre s'il y a d'autres questions, hein, mais en Effectivement. Donc, général, Patrick, c'est ça. Donc, Patrick confirme effectivement et il te dit excellent talk. Donc, bravo. merci Ensuite, Patrick. il te dit well done, Kevin. Donc, voilà, ils ont apprécié ton talk. Alors, Patrick, aussi. Oui, il demande, je pense que le INF, c'est à garantir l'inégalité triangulaire, mais le fait qu'il soit nul lorsque les deux mesures sont identiques n'est pas clair. Donc, je pense qu'il touchait un point spécifique par rapport à la réponse de Tabet qui indiquait justement la nullité dans ce cas. Mais Tabet lui a répondu. Donc, je pense que si c'est clair pour Patrick, il peut peut-être approuver. Sinon, il peut poser ouvertement sa question directement te concernant. Donc, tu pourras peut-être répondre. D'accord. Merci Kevin pour ta présentation. Elle était excellente. Je me suis régalé. Hum, En fait, je suis pas convaincu satisfait de ce que Tabé a répondu. Je pense que c'est la raison pour laquelle je prends la parole pour que tu puisses donner plus de détails. En fait, mon souci était sur le fait que si deux mesures, par exemple, sont identiques, on n'a pas, généralement, lorsqu'on place le inf pour construire une distance, on n'a pas forcément cette propriété-là. Par exemple, il est possible que le inf d'une expression qui n'est pas zéro devienne, devienne zéro. Généralement, c'est ça le souci. Donc, tu as le inf d'un ensemble qui est un ensemble de points qui est non nul, mais qui converge vers zéro, par exemple. Le inf Mhm. là va te donner zéro. Et bon, c'est la raison pour laquelle je demandais, OK, en ayant pris le inf ici, comment est-ce qu'on conçoit le fait que ceci est bien une distance, étant donné qu'il y a ce problème-là, généralement? Ok, donc si je comprends bien, ta question qui reste maintenant, c'est la question de savoir comment est-ce que la distance de Washington égale à zéro est équivalente au fait que U égale U1. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Premier point, si je considère d'abord que la distance de Wasserstein est égale à zéro, ça veut dire que j'ai ce inf là égal à zéro. La définition du inf me dit quoi? Je peux trouver epsilon, nanana, nanana. Ok, je suppose que j'ai un gamma epsilon tel que cette intégrale à zéro, égale à zéro. J'aurai l'intégrale égale à zéro d'une fonction positive. Ça veut dire que la valeur absolue de x et y doit être égale à zéro almost everywhere par rapport à ma distribution jointe. Hmm? Tu es avec moi? C'est un peu rapide, hein? Oui, Tu peux Ok. recommencer. Si je suppose que j'ai ma distance de Wasserstein au carré là égale à zéro, ça veut dire que j'ai ce inf là égal à zéro. Hmm? oui, Et ça si veut je dire que suis tu as le inf est inf égal à égale zéro. zéro, la définition du inf, ça veut dire quoi? Je peux trouver un epsilon quelque chose, tel que j'aurai l'intégrale de l'intérieur, tout, qui sera, je ne sais pas si c'est inférieur à epsilon, un truc comme ça. En fait, Tu vois? ce que Je tu peux pourras, construire... désolé, Non, vas-y. Supérieur à Non, c'est le désolé de te inf. couper. Avec le inf, étant donné que le inf est pour les pi dans
dans gamma de U0, U1. Mhm. Normalement, si le inf est égal à 0, ça veut dire que tu peux trouver, faire simple dans ce cas, tu peux trouver une suite euh, d'éléments dans l'ensemble gamma de U0, U1, qui est tel que Mhm. l'intégrale, ben, c'est l'intégrale sur tout le plan Toute la RB, suite. en fait, plutôt La toute la suite est égale partie à zéro. RB, la croix RB, de x moins y au carré, d de Pn. Déjà, Pn, c'est la suite que tu as considérée dans l'ensemble Mhm. des gamma. X, y Oui. qui tend vers 0. Ok, si j'ai Et, ma suite qui est égale à l'intégrale de ma suite de pi n qui est égale à zéro, sachant que ma fonction dans l'intégrale, c'est une fonction qui est positive, définie, égale à zéro, ça veut dire quoi? Je vais avoir la valeur absolue de x moins y au carré égale à zéro, pi n almost everywhere. Quoi? Pourquoi? Si j'ai l'intégrale oui, d'une ok, fonction positive par rapport à une mesure égale à zéro, je ok, ok. ne sais pas, cet Ok, argument n'est pas merci. clair, c'est probabilité. Ok. Oui, je comprends un peu le sens où ça, je Oui, en comprends un fait, peu si j'ai, ok, comment. peut-être je peux recommencer. J'ai l'intégrale sur R d au carré de la valeur absolue x moins y, d pi n de x, y égale à zéro. Depuis n de x, y qui tend vers 0, oui. Oui. En fait, c'est quand la suite, quand n tend vers plus infini, il y a que ça tend vers zéro. Mais sinon, ma suite est telle que ça satisfait l'intégrale pi n égale à zéro. On est d'accord, Patrick? Ok, Moi, en par, fait, je comprends le sens de la moi, preuve par et exemple, puis je pense que Ok. ça peut bien être possible. Maintenant que j'ai l'intégrale de la valeur c'est x moins y au carré, en fait la norme, d pi n x, y égale à zéro. Ma fonction, ça veut dire quoi? J'ai l'intégrale de f de x, d x, y. Je peux réécrire ça d'une certaine manière. J'ai l'intégrale de f de x, d p x, y. J'ai une probabilité de distribution joint qui est mon p, qui représente ici là mon pi dans ce cas, pi n. L'intégrale de f de x, d pi n de x égale à zéro. Ma fonction f de x est positive définie. C'est la valeur, la racine carrée, en fait quoi, c'est le carré en fait de la norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est égal à zéro, pi n almost everywhere. Yeah. Ça veut dire que j'aurai quoi? La racine carrée de x moins y au carré égale, sorry, je dis même racine carrée encore. La valeur absolue de x moins y égale à zéro, pi n almost everywhere. Hmm? Ça veut dire que x Mhm. égale à y parce que la valeur absolue, c'est une distance en fait, oui, déjà, dans le plan euclidien. Donc, j'aurai C'est x une égale à fonction continue. y, pardon, Oui, ça serait égal à 0 puisque c'est j'aurai la valeur x absolue égale d'une à y, fonction continue. puis voilà. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant passer au niveau de l'expectation des deux. Et maintenant, pour pouvoir définir ma distribution U0 et U1, qu'est-ce que j'ai besoin? Je dois être en mesure de pouvoir décrire les observables pour chaque U0. C'est maintenant ici qu'on va utiliser l'argument que le Pn, en fait, c'était une suite, en fait, d'éléments dans l'ensemble de distribution jointe. On va passer maintenant au marginal pour pouvoir recouvrer mes U0 et U1. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Merci, Kevin, J'en pour le prie. temps. Romaric, ça va pour toi? Romaric, est-ce que tu peux ajouter, tu ajoutes autre chose? C'est compris ou pas du tout? Oui, ok, il confirme. Merci, Kevin. Donc, je pense que l'explication que tu as donnée était assez claire. Il y a également une autre question de Pagnol qu'on va prendre. Alors, donc, Pagnol Vanité dit ceci. Merci beaucoup, merci bien pour la présentation, Kevin. J'ai quelques questions. Alors, il y a une série de 4 questions. Pour aller posément, on va répondre question par question. Donc, la première question, c'est, j'aimerais que tu reviennes sur la différence entre le problème Monge, etc., celui de Kantorowicz, voilà, dans le contexte du transport optimal. Euh, je ne sais pas si tu aimerais qu'elle lise toutes les Euh, questions. Que tu... Non, le truc, c'est que c'est comme si mon ordinateur plante, je ne sais pas. Oui, quand tu défiles, oui, ça apparaît. Ok, super. Donc, la première question de Pagnol, c'était de savoir quelle est la différence entre la formulation de Monge et la formulation de Kantorowicz. C'est ça, dans le contexte du transport optimal.
Ok. Ce que je peux dire, c'est que pour peut-être lui donner un bon point, si je donne, elles ne sont pas complètement différentes. Le problème de Kantorovitch donne une extension de la formulation de Monge. La formulation de Monge te dit que pour déplacer U0 à U1, l'image exacte que Tabé a donnée, je prends chaque X, c'est-à-dire que je peux considérer le support de mon U0 comme étant un ensemble de X, X1 jusqu'à X, peut-être quelque chose parce que c'est infini, puis c'est continu. Je dois chercher la fonction T qui minimise le coût de T, tel que j'ai T de X égale à Y ici là, où Y est représenté dans le support de E1. Donc, c'est-à-dire que j'ai une représentation point par point. Je cherche une fonction qui map one element to one element. Sorry. En fait, qui bouge un élément pour un seul autre élément. Mais la condition que j'ai, c'est que la fonction telle qu'elle existe doit être continue. Elle doit être continue. Parce que ceci, ce que ça signifie, en fait, c'est que U1 est égal à U0 de l'image de l'inverse de T. Donc, ma fonction T telle qu'elle est prise doit être continue et elle doit minimiser ce mouvement-ci. Et le problème qu'il y avait dans ce cas, c'est que si je prenais ceci là comme ça, je ne peux pas déplacer en fait. Je ne peux pas diviser, puisque ça doit être le déplacement doit être fait un élément pour un élément. Par contre, la formulation de Kantorovitch, il dit quoi? Si tu prends deux distributions, je cherche le plan de transport entre les deux. Je n'ai pas à me fixer que je ne peux que déplacer un point pour un point. Je me donne la possibilité de diviser. Mon objectif final, c'est juste de minimiser le coût de transport. C'est-à-dire quoi? Dans ce cas-ci là, si je prends un gamma qui est supposé comme étant optimal, et je prends x et y qui sont les éléments dans le support de U0 et U1, gamma de x, y représente la probabilité pour que je quitte de x1, de x à y. Donc, je minimise pour deux éléments la probabilité pour qu'en prenant une particule à x, je dois la mettre à y. Donc, la probabilité là peut être grande, je décide que ce chemin-là n'est pas possible. Je regarde d'autres possibles chemins. Par contre, avec Monge, je ne peux que déplacer un élément pour l'autre. Je pense que j'ai répondu à ta question, Pagnol, ou bien? Allô? Oui, donc voilà, Pagnol il va confirmer si sa première question a été répondue de façon bien succincte. Donc, sa deuxième question, Ok. ok, sa deuxième question c'est, vu que les problèmes ne sont pas résolus à la main, mais avec un ordinateur, j'aimerais savoir quels sont les outils logiciels et bibliothèques couramment utilisés pour implémenter les solutions de transport optimal. Ok. En général, d'abord pour le premier point qui est la formulation de Monge, l'étude qui est faite dans ce sens-là, ce n'est pas de résoudre parce qu'il paraît que ça n'existe pas. C'est plus une étude de régularité de la fonction T lorsqu'elle existe. Maintenant, pour la formulation de Kantorovitch, l'algorithme le plus bien qui existe so far, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Synchrome. Ici, là, c'est juste l'optimisation linéaire parce qu'en fait, tu as un problème d'optimisation sur gamma. Et gamma, c'est une fonction qui est linéaire, c'est linéaire en gamma. Et ton ensemble est convexe. Donc, tu as une fonction linéaire d'un ensemble convexe que tu vas optimiser. Le seul truc que tu as ici, là, c'est la contrainte de masse par rapport à gamma, c'est-à-dire distribution en ce sens-ci. Et il y a l'algorithme de Synchrome qui existe déjà. Et la deuxième approche, pour ce qui est du transfert optimal dynamique, la formulation qui existait déjà de Benamo et Brégnier. Les gens utilisent en général ce qu'on appelle le Lagrangien augmenté. Le Lagrangien augmenté, c'est-à-dire que tu essaies d'écrire ton Lagrangien, tes ZDP que tu avais ici. Oui. Je sais pas, pourquoi on me met en là. Ok. Donc, la contrainte que tu avais ici, là, en fait, tu écris juste le Lagrangien de ton problème et tu essaies de le résoudre. Augmenter parce que les conditions au bord sont fixées. Mais il y a un problème, c'est que avec la nouvelle formulation de transfert optimal qu'on a, cette méthode-ci ne passe pas. Cette méthode-ci ne passe pas parce que la formulation dynamique qui existe modifiée ici en bas a cette contrainte-ci. La contrainte-ci qui existe en fait, l'ensemble des matrices orthogonales, c'est un ensemble qui a deux composantes connexes. Donc, tu ne peux pas utiliser les méthodes classiques qui existaient déjà pour résoudre ce problème.
Plus ça de composantes connexes, le déterminant 1, le déterminant -1 pour les réflexions et l'autre pour les rotations. Tu as besoin de définir maintenant un nouvel algorithme pour résoudre ça. En fait, ce que moi je fais dans ce cas, c'est que j'ai utilisé les méthodes de proximal, le flux de gradient proximal. Ah, mais je vais dire ça en anglais parce que moi, j'ai jamais cherché la traduction. Proximal dual hybride gradient descent. Pour résoudre le problème, si tu considères que tes deux autres variables sont fixées, et pour l'autre variable, j'utilise la méthode du gradient projeté dans une manifold parce qu'après, la structure de cet espace, c'est une variété riemannienne. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait pour obtenir cette image. D'accord. Euh, et pour la, donc la troisième question de Pagnol, c'est quels sont les principaux défis computationnels et théoriques dans la résolution des problèmes de transport optimal à grande échelle? À ton avis, évidemment. Bon, je pense que j'ai répondu au premier volet de la troisième question. Ça. Déjà, les défis computationnels. Maintenant, bon, en matière de théorie, comme je dis, pour la formulation classique de la dynamique qui existait déjà, c'était plutôt facile. Et la formulation statique telle qu'elle est, c'est un problème d'optimisation de fonction linéaire d'un ensemble qui est convexe. Il y a beaucoup de méthodes qui existent déjà, assez straightforward. Maintenant, pour ce qu'on essaie de faire qui prend en compte les géométries, euh, le souci à ce niveau-là, c'est que tu as un Hamiltonien qui n'est pas complètement linéaire quand tu essaies de résoudre, en fait. Et en fait, il n'y a pas de théorie qui existe déjà pour te dire qu'en fait, il y a tel algorithme qui va te résoudre ton problème. Donc, c'est à toi de voir comment tu construis un algorithme pour résoudre ton problème. Et pour ça, en fait, on va dire que c'est ce que je fais dans ma thèse. OK. D'accord. Et la dernière question de Pagnol, c'est, vu qu'il s'agit d'un problème de contrôle optimal, d'un point de vue théorique, est-ce qu'il pourrait avoir des problèmes de régularisation, par exemple, et de stabilité dans les solutions de transport optimal? Mhm. OK. Maintenant, jusqu'ici, je vais d'abord diviser le problème de contrôle sur deux aspects. En matière de problème de contrôle optimal, on voit d'abord ceux qui se comportent de manière linéaire et ceux qui sont non linéaires. Pour les problèmes de transport de contrôle optimal avec le contrôle qui agit de manière linéaire, il y a une vague d'études qui a été faite et les problèmes de régularisation et de stabilité sont très bons. Maintenant, le point que nous on aborde avec ce groupe-ci qui est en haut, sorry, en fait le groupe euclidien, c'est que en termes de représentation du contrôle, on a l'impression que c'est un contrôle qui est affine. Mais maintenant, en termes de structure géométrique de l'espace, où il appartient en fait, il n'est pas affine. Donc maintenant, pour ce qui est de la stabilité et de régularisation dans ce cas-ci, le premier point, c'est que si j'essaie d'étudier, quand j'étudie mon problème de contrôle sur le plan de solution de viscosité, j'ai ma stabilité, donc je sais en fait que je peux approximer. Maintenant, numériquement parlant, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ma thèse. Ouais, merci beaucoup, Pagnol. Tu as posé des très bonnes questions C'est et très bonne. ouais, c'est ça, ce sont des questions assez excellentes. Et évidemment, Kevin s'est arrangé à répondre du mieux qu'elle pouvait et de façon aussi très, très agréable. Alors, Romary confirme déjà que oui, il est d'accord avec tes réponses. Donc, merci, Kevin. Il affirme que ce que tu l'as répondu dans la discussion avec Patrick, c'est OK pour lui. Maintenant, Maya, te pose la question déjà de ça. Déjà, je te remercie. Donc, merci, Kevin. Pour la présentation de qualité mathématique, comme on aime. J'aimerais savoir s'il y aura la partie pratique. Euh, Peut-être que vous pouvez essayer de jouer avec le cas de figure pour recouvrer, comme je disais, juste les écritures à la main là, parce qu'après la formule, il y a quand même là. Mais je suis sûre quand même que les autres, les mentors, vous ont prévu de très bons projets. Vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, Effectivement. Donc, on prend une dernière question. Alors, Aneva, alors là, peut-être c'est un commentaire. Elle dit, il y a aussi une bibliothèque POT en Python où sont implémentés beaucoup d'algorithmes de transport optimal. oui, exactement. La méthode de Synchron que je disais en fait, c'est un algorithme qui est déjà implémenté sur Python. Donc, Ouais. euh, maintenant, pour le cas dynamique, la méthode du Lagrange augmenté,
Ça existe déjà sur MATLAB. D'accord. OK. Donc, La je pense modification qu'on a, ça n'existe pas encore. c'est ça. Alors, Anne va te remercier effectivement. Donc, thank you so much, Kevin. Et Tabé, effectivement, également te répond, te congratule. Donc, thank you so much, Kevin. Bon, je crois on a fait le tour des questions et des commentaires. Euh, voilà. Donc, merci beaucoup vraiment, Kevin, pour cette magnifique présentation. Il y avait des explications très claires et détaillées. Grand prof. Donc, on va donc poursuivre ce workshop par donc, on aura une pause assez bien méritée et aussi quand même longue. Donc, une pause de 40 minutes. Euh, la prochaine, le prochain invité qu'on aura sera à 13 heures donc heure Cameroun, toujours, donc GMT plus 1. Et ça sera Gibbs. Donc, Gibbs, il est étudiant en thèse à CISA. C'est une école que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, en fait, c'est une école internationale supérieure d'études avancées à Trieste, donc en Italie. Et évidemment, il parlera de l'apprentissage non supervisé. Il fera une introduction en général. Et également il parlera également du clustering et des K-means. Donc, ce sont aussi des parties très intéressantes de l'intelligence artificielle qu'il faudra évidemment après la pause suivre et poursuivre avec notre programme. Alors, on va donc s'arrêter là pour cette première phase. Donc, une pause de 40 minutes et on se retrouve tous à 13 heures heure Cameroun pour continuer notre workshop tout à l'heure. Bon, Kevin, juste par curiosité, hein, c'est vrai que le workshop est fini. Oui. Dans ED espace cartésien, là, il y a un produit que j'ai vu là. Tu as mis OD avec un fois là, fois RD. C'est la même multiplication UGF qu'on connaît ou bien c'est Non, deux études. ça s'appelle le produit semi-direct. C'est pour dire qu'en Hmm, fait, lorsque tu prends un élément et que tu fais agir le groupe euclidien, ça peut agir avec soit un élément orthogonal ou une translation. Dont les deux sont compris. Ce n'est pas obligatoirement une combinaison linéaire des deux. ok, merci, super. Oui, ok, merci. D'accord. Merci beaucoup, Kevin.